Aujourd'hui, après avoir gardé cette histoire en moi si longtemps, j'ai décidé de raconter ce qui m'est arrivé. Il y a des choses que nous gardons cachées si longtemps qu'elles commencent à nous ronger de l'intérieur. Et cette histoire est sur le point de m'étouffer tant elle est restée piégée. Je suis née en 1945 dans une simple maison en pisé au cœur de l'Auvergne. Mon père, Henri, était un homme respecté de tous dans la région, propriétaire d'une petite épicerie, un homme qui portait toujours un chapeau de paille et avec une cigarette roulée au coin des lèvres. Il était le genre d'homme qui commandait le respect d'un simple regard. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'ai grandi dans une famille où la parole de mon père était loi. Ma mère, la pauvre, vivait la tête baissée. Nous étions 6 enfants et j'étais la plus jeune. Les garçons pouvaient tout faire. Ils allaient à l'école, jouaient dans la rue. Ils avaient leur liberté. Ma sœur Claire et moi, en revanche, pouvions à peine quitter le perron. « Une fille convenable ne se promène pas à droite à gauche », disait mon père. « Une fille, c'est fait pour apprendre à s'occuper de la maison, de la cuisine et se préparer à être une épouse. » Je suppose que c'est pour cela que, lorsque j'ai rencontré Jean à 17 ans, je suis tombée amoureuse si vite. Il est apparu comme une échappatoire possible à la prison qu'était la maison de mon père. Jean avait 25 ans, travaillait comme routier et venait de s'installer dans notre village. Il était beau, le rire facile et savait vous parler comme personne d'autre. Nous nous sommes rencontrés à une kermesse. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « La cuisine doit être aussi belle que sa cuisinière ». Je suis devenue rouge comme une tomate, mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose de différent. Après cela, Jean a commencé à venir souvent à l'épicerie de mon père, je pense juste pour me voir. Mon père a vite compris ses intentions et s'est senti soulagé, pensant qu'une fille mariée signifiait une bouche de moins à nourrir. Les fiançailles furent courtes, toujours sous surveillance. Pourtant, dans ces quelques moments que nous avons eus ensemble, Jean m'a fait rêver d'une autre vie. Il me promettait de m'emmener voir la mer un jour. « Hélène, disait-il, avec moi tu verras le monde. » Et je l'ai cru. Le mariage a été fixé pour juin 1963. Je venais d'avoir 18 ans. J'allais enfin quitter la maison de mon père. J'allais enfin être maîtresse de ma propre vie. Malheureusement, la veille du mariage, il y eut une petite fête chez moi. Jean ne pouvait pas y assister car il était allé chercher le costume qu'il avait emprunté à un cousin du village voisin. La maison était pleine ce soir-là, les proches aidant aux derniers préparatifs. Au milieu de toute cette agitation, mon père était étrangement silencieux. Il était assis sur sa chaise à bascule sur le porche, observant tout avec un regard que je ne pouvais déchiffrer. Après que tout le monde fut parti, je suis allée dans la petite chambre que je partageais avec ma sœur. Pendant que je préparais mon trousseau, la porte de la chambre s'est ouverte. C'était mon père. Il a fermé la porte derrière lui. « Tu pars demain, dit-il enfin. Tu vas être la femme d'un autre homme. » Il s'est approché, s'est assis sur le bord du lit et a posé une main sur mon épaule d'une manière qui m'a glacée. « Sais-tu ce qui se passe entre un homme et une femme la nuit de noces ?» demanda-t-il. « Je sais, père. »« Non, tu ne sais pas, dit-il. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. « Mais je vais t'apprendre. » Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi est quelque chose que j'ai essayé d'effacer de ma mémoire pendant des décennies. La main lourde qui a couvert ma bouche pour que je ne crie pas, le corps lourd sur le moins, la douleur physique et spirituelle d'être violée par l'homme qui était censé me protéger, les larmes silencieuses coulant sur mon visage alors que je priais Dieu pour que cela se termine vite. Quand ce fut enfin fini, il s'est levé, rajusta ses vêtements comme si de rien n'était, et avant de quitter la pièce, il a dit « Maintenant tu sais, comme ça, tu ne seras pas déshonoré demain. » Je suis restée paralysée dans le lit jusqu'à ce que j'entende ma sœur arriver. Je ne pouvais le dire à personne. Qui m'aurait cru? J'ai passé la nuit éveillée, l'âme en morceaux. Le matin, je me suis levée automatiquement. Je me suis habillée, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une étrangère. J'ai marché jusqu'à l'autel comme une somnambule. J'ai vu mon père à côté de moi qui, selon la tradition, me donnait en mariage.
le même homme qui avait détruit quelque chose en moi quelques heures auparavant. Cette nuit-là, dans la petite chambre de notre nouvelle maison, quand Jean a essayé de me toucher avec toute sa tendresse et son respect, je me suis figée. J'ai juste pleuré si fort qu'il a eu peur. « Je suis juste nerveuse », ai-je menti. Jean, en homme bon qu'il était, a respecté cela. Il a fallu près d'1 mois avant que je parvienne à le laisser me toucher, et même alors, je fermais les yeux très fort pour ne pas voir le visage de mon père superposé au sien. Je pensais que le pire était passé, cette nuit horrible. Alors que j'étais mariée depuis près de 2 mois, j'ai réalisé que je n'avais pas eu mes règles. Quand un retard de 3 mois fut complet, il n'y avait plus moyen de le nier. J'étais enceinte. La nouvelle qui aurait dû apporter de la joie a apporté la panique. J'ai commencé à faire le calcul. Jean et moi n'avions eu des relations intimes que depuis près d'1 mois de notre mariage. Avant cela, il n'y avait eu que cette seule nuit avec mon père. Le désespoir me rongeait de l'intérieur. L'enfant qui grandissait en moi n'était pas celui de mon mari, mais celui de mon propre père. Quand j'ai parlé de la grossesse à Jean, il a failli exploser de bonheur. « Ce sera un garçon », disait-il, convaincu. Chaque parole de joie de sa part était comme un couteau dans ma poitrine. La culpabilité me dévorait, mais la peur était encore plus grande. Si je disais la vérité, je perdrais tout. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes avant moi ont fait. J'ai ravalé mes larmes et j'ai continué. Sophie est née à l'aube pluvieuse de mars 1964. Quand je l'ai prise dans mes bras, ensanglantée et parfaite, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Je m'attendais à ressentir du dégoût pour cette fille qui portait le sang de mon bourreau. Mais ce que j'ai ressenti, c'est un amour si immense, si écrasant, qu'il tenait à peine dans ma poitrine. J'ai regardé ce visage rouge et ridé, et je n'ai vu que ma fille. J'ai remercié Dieu que Sophie ne ressemblait en rien à mon père. Elle avait mes traits. Quand Sophie avait 6 mois, j'ai reçu la visite que je redoutais tant. Mon père est arrivé à l'improviste. J'ai ouvert la porte et il était là. « Je suis venu voir ma petite fille », dit-il simplement. Sophie dormait dans son berceau dans le salon. « Laisse-moi la voir », exigea-t-il en faisant un pas vers moi. « Non », ai-je répondu en reculant instinctivement. « Ce n'est pas ta petite fille. Elle n'est rien pour toi. » J'ai vu la compréhension traverser son visage à cet instant. Il a su que je savais que Sophie était sa fille. « Fais attention à ce que tu dis, petite. »« Va-t'en » ai-je exigé, en sentant mes lèvres trembler mais tenant bon. « Va-t'en et ne reviens plus jamais. » Après son départ, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement. C'est alors que j'ai pris une décision radicale. Nous devions nous déménager loin, dans un endroit où mon père ne pourrait nous trouver pas facilement. Pendant des jours, j'ai discuté avec Jean, lui parlant des opportunités à Paris, de l'avenir de Sophie. Je ne lui ai jamais dit la vraie raison. Il a finalement accepté. Nous avons vendu le peu que nous avions, et en moins d'1 mois, nous étions dans un bus pour Paris. Les premiers mois à Paris ont été difficiles. Nous avons loué une petite chambre dans un quartier ouvrier en banlieue. Jean a trouvé un travail dans un garage. J'ai commencé à faire des quiches pour les vendre sur le pas de ma porte. La vie a continué ainsi pendant près de 2 ans. Sophie grandissait, belle et intelligente. C'est au marché que le passé m'a rattrapée. Alors que j'étais concentrée à préparer une fournée de quiches, j'ai entendu une voix qui m'a glacée. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée, ma fille. » J'ai levé les yeux et il était là, mon père, plus vieux, plus usé, mais avec le même regard qui hantait mes cauchemars. « Que veux-tu » ai-je demandé, ma voix à peine à murmure. « Voir ma petite fille » répondit-il, « ou devrais-je dire ma fille ?» Mon sang se glaça dans mes veines. C'était la première fois qu'il l'admettait si ouvertement. « Si tu ne me laisses pas la voir de bonne grâce, je dirai tout à ton mari. Comment penses-tu qu'il réagira quand il apprendra qu'il élève ma fille comme si c'était la sienne ?» C'était la menace que je craignais le plus. « Je loge dans une pension dans le centre. Si tu ne viens pas d'ici jeudi, je chercherai ton mari à son garage. » Et sur ce, il a tourné les talons et est parti. J'ai passé les jours suivants dans l'angoisse. Mais il n'a pas pu attendre. Ce soir-là, Jean est rentré plus tôt que d'habitude. Il était pâle, ses mains tremblaient. « Un homme est venu me chercher au garage aujourd'hui, dit-il. Il a dit que c'était ton père. » Mon monde s'est effondré à ce moment-là.
Il voulait parler de Sophie, dire qu'elle n'est pas ma fille. Est-ce que c'est vrai, Hélène ? J'aurais pu inventer n'importe quelle histoire à ce moment-là. Mais en regardant cet homme qui avait été mon refuge pendant toutes ces années, je ne pouvais pas continuer à mentir. « C'est vrai », ai-je murmuré. « Sophie n'est pas ta fille biologique. » Son visage se tordit d'une expression de douleur si profonde que j'ai eu l'impression de lui avoir planté un couteau dans la poitrine. « Comment as-tu pu » a-t-il crié. « Comment as-tu pu me mentir pendant toutes ces années ?»« Qui est le père ?» demanda-t-il après un long silence. C'était la question que je redoutais le plus. « C'était par la force ? Quelqu'un t'a forcé ?» La question est restée en suspens. J'ai senti un barrage se rompre en moi et, sans pouvoir me contrôler, les mots ont commencé à sortir entre les sanglots. « Oui, ai-je admis. La veille de notre mariage. » Son visage a changé, la colère laissant place au choc, puis à la compréhension. « Qui ?» a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux. « Mon père », ai-je murmuré. C'était mon père. Le silence qui a suivi a été le plus long et le plus lourd de ma vie. Quand j'ai enfin osé regarder Jean, j'ai vu un mélange d'horreur, de dégoût et une colère si immense sur son visage qu'elle m'a terrifiée. Mais il s'est alors approché, s'est assis à côté de moi sur le lit et m'a serré dans ses bras. « Je t'aime, Hélène, » dit-il, la voix brisée. « Rien de ce que ton père a fait ne change cela. Et Sophie est ma fille. Peu importe comment elle est venue au monde, c'est ma fille. » À ce moment-là, pour la première fois en 3 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» ai-je demandé. « D'abord, je vais m'assurer que ton père ne s'approche plus jamais de vous, » a répondu Jean. Il est parti peu de temps après. Il a dit qu'il parlerait à mon père pour mettre les choses au clair. Quand il est revenu dans l'après-midi, il avait l'air épuisé mais apaisé. « C'est fini, » dit-il. « J'ai parlé avec lui. Je lui ai fait comprendre que je sais tout, que s'il essaye de vous approcher à nouveau, j'irai à la police. » Il a dit qu'il partait tôt demain. Mais nous ne lui faisions pas confiance. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que nous déménagions encore, plus loin. Cette fois, je pensais à Lyon. Nous sommes arrivés à Lyon en août 1967. Là, nous avons commencé. Jean travaillait dans un garage, je vendais des gâteaux sur un stand au marché. Sophie a commencé l'école. Les années ont passé et lentement, nous nous sommes enracinés dans cette grande ville. Le fantôme de mon père s'est effondré. En 1969, j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte. Cette grossesse était le fruit d'un amour véritable. Luc est né en décembre de cette année-là. Au 7e mois de ma grossesse, j'ai reçu une lettre de ma mère. Je ne sais pas comment elle a trouvé notre adresse. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture tremblante de ma mère apportait des nouvelles que je ne m'attendais pas à recevoir. « Ma fille Hélène, ton père est décédé il y a 2 mois. Il a eu une attaque en travaillant dans les champs. Avant de mourir, il m'a tout raconté ce qu'il t'a fait la veille de ton mariage. À propos de Sophie, je ne sais pas si tu me pardonneras un jour de ne pas t'avoir protégée. » J'ai lu la lettre, les larmes brouillant ma vue. Mon père était mort. Le monstre de mes cauchemars avait disparu. Les années ont passé, Sophie a grandi et en 1987, elle est entrée à l'école d'infirmière. Luc a suivi les traces de son père et est devenu un mécanicien talentueux. Notre vie avait trouvé un équilibre que je n'aurais jamais cru possible après tout ce que j'avais traversé. Le secret sur l'origine de Sophie était toujours enfoui, connu seulement de moi, de Jean et de ma mère, qui était venue vivre avec nous. Une nuit de septembre 1991, le monde que nous avions si soigneusement construit a commencé à s'effondrer.
Sophie, qui avait alors 25 ans, était fiancée à Philippe, un médecin. Nous étions tous dans le salon après le dîner du dimanche. Sophie était silencieuse. « Je dois vous parler, dit-elle, la voix tendue. Je suis enceinte. » Un moment de surprise a été suivi de cris de joie, mais quelque chose sur le visage de Sophie me disait qu'il y avait plus. Le problème n'est pas d'être enceinte avant le mariage. Le problème, elle a pris une profonde inspiration, le problème est que le bébé n'est pas de Philippe. Le salon est tombé dans un silence de mort. « C'était mon père, dit-elle enfin, les mots semblant être arrachés de sa gorge. Le père de mon bébé est mon propre père. » Le salon a tourné autour de moi. Jean s'est levé d'un bond. « Quoi ? C'est impossible. Sophie, que dis-tu ? Jamais je... »« Non, pas toi, papa, » l'interrompit Sophie. « Mon père biologique. » Le temps semblait s'être figé. Comment le savait-elle ? Et plus important encore, comment son père biologique, mort depuis plus de 20 ans, pouvait-il être le père du bébé qu'elle attendait ? J'ai découvert il y a quelques mois que Jean n'était pas mon père biologique. J'ai trouvé de vieilles lettres, celles que grand-mère t'a écrites. Puis j'ai commencé à creuser. Je suis allée dans notre village natal en Auvergne. Et puis je l'ai trouvé. J'ai trouvé mon père biologique. Impossible, ai-je murmuré. Il est mort. Sophie m'a regardée avec confusion. Non, maman, il est vivant. Il vit maintenant à Marseille. J'ai regardé ma mère, qui pleurait maintenant en silence sur le canapé. À cet instant, j'ai compris que j'avais été trompée. La mort de mon père était un mensonge que ma mère avait raconté pour nous donner la paix. La trahison m'a frappée comme un coup de poing à l'estomac. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» ai-je demandé à Sophie, redoutant la réponse. Sophie nous a raconté comment mon père s'était présenté comme un parent éloigné, comment il avait gagné sa confiance, comment il l'avait enivré, puis comment il l'avait violé. Ce n'est qu'après qu'il lui avait dit qu'il était son père biologique. La même horreur que j'avais vécue des décennies plus tôt se répétait dans un cycle pervers avec ma fille. Jean, qui était resté silencieux, a finalement parlé. Sa voix était différente, plus dure. Où est-il maintenant ? Dans un hôtel du centre-ville, il m'a suivi jusqu'à Lyon. À ce moment-là, j'ai senti qu'il était temps de dire toute la vérité. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire. Le viol la veille de mon mariage, la découverte de la grossesse, la traque de mon père, notre fuite, le mensonge sur sa mort. Quand j'ai eu fini, Sophie me regardait avec une expression indéchiffrable. Horreur, compréhension, peut-être une sorte de soulagement de comprendre enfin son histoire. « Et le bébé ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que je vais faire de ce bébé ?» « C'est une décision que seul toi peux prendre, » ai-je répondu. « Mais quel que soit ton choix, nous serons tous à tes côtés. » D'abord, dit Jean, il faut s'occuper de lui, d'Henri. Nous ne sommes plus ce jeune couple effrayé qui s'enfuit au milieu de la nuit. Nous avons une vie bien établie, nous avons des ressources. Le lendemain, avec un avocat, nous avons mis notre plan à exécution. Sophie devait organiser une rencontre avec mon père à l'hôtel. Elle n'irait pas seule. Jean, l'avocat et 2 policiers en civil seraient à proximité, prêts à intervenir. Avant de partir, Sophie m'a dit qu'elle avait décidé de garder le bébé. Elle a également ajouté qu'elle avait tout dit à son fiancé, Philippe, et qu'il lui avait dit qu'il l'aimerait, elle et le bébé, quoi qu'il arrive. Tout comme Jean m'avait soutenu, Sophie avait trouvé son roc. Nous avons affronté mon père à l'hôtel. Il était devenu un vieil homme voûté qui n'aspirait que du mépris, pas de la peur. Mais ses yeux étaient les mêmes, froids, calculateurs. Il a été surpris de nous voir, mais a ensuite souri d'un sourire tordu.
Notre avocat, Charles, lui a signifié une ordonnance d'éloignement et l'a informé qu'une plainte officielle avait été déposée contre lui pour viol et abus sexuels. C'est alors que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur sur le visage de mon père. Il a paniqué, a crié des menaces, mais n'a pas pu résister lorsque les policiers l'ont emmené. Il savait qu'il ne pourrait pas s'échapper cette fois. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai senti un poids énorme se retirer de mes épaules. Le procès de mon père a commencé des mois plus tard. Ce fut un processus difficile, mais nous nous sommes soutenus les uns les autres. En janvier 1993, mon père a été condamné à 15 ans de prison. Compte tenu de son âge avancé, c'était une condamnation à perpétuité. Il ne sortirait pas de prison vivant. Le mariage de Sophie et Philippe a été célébré 2 mois plus tard. Leur fille, Lucie, maintenant âgée de près d'1 an, faisait partie de la cérémonie. En regardant ma famille réunie à la réception, j'ai compris que tout cela en avait valu la peine. Toute l'horreur, tous les secrets douloureux, tout nous avait conduits à ce moment de paix et de joie véritable. Les années ont passé. Mon père est mort en prison en 1998. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste un sentiment de clôture. Lucie a grandi en connaissant toute la vérité sur ses origines, mais cela ne l'a jamais définie. Au contraire, cela lui a donné une sensibilité à la souffrance des autres, qui a fait d'elle un médecin extraordinaire. Le mal que mon père avait essayé de propager avait, sans le vouloir, apporté plus de bien au monde. Et à la fin, n'est-ce pas ainsi que nous gagnons ? Non seulement en survivant, mais en transformant notre douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui laisse le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé.